Cher Dieu du ciel, nous demandons de nouveau ta présence alors que nous nous réunissons pour cette deuxième partie d'étude. Aide-nous à travailler ensemble pour comprendre tes vérités. Nous prions pour que le Saint-Esprit fasse son travail. Alors que nous te présentons tout ce que nous avons sur ton autel, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci et bienvenue de nouveau. Nous avons terminé l'étude de la dernière session en examinant le chapitre 12 de l'Apocalypse. J'aimerais poursuivre. Nous avons lu Apocalypse 12:1 et nous voyons la transition entre l'Israël littéral et spirituel. Les deux églises sont Éphèse. C'est l'image qui est vêtue avec le soleil et la lune à ses pieds, ainsi que les étoiles. Il s'agit là du début de la dispensation chrétienne et l'Église qui a donc les étoiles qui lui ont été enlevées, celle de Laodicée. Nous comprenons, bien qu'il y ait cette Église dans la dispensation chrétienne, il y a eu également cette période de temps dans les églises. Je suppose que l'on pourrait dire dans notre Israël littéral. Ce que nous voyons ici, c'est Laodicée qui est expulsée, mais ça se chevauche. Laodicée ne sera pas complètement expulsée, pas avant l'an 34. Mais son gouvernement commence à être détruit par la Rome païenne lorsque Pompée est entré dans le pays glorieux en l'an 63 avant Jésus-Christ. Nous avons donc deux églises. L'une va sortir de l'histoire et l'autre va entrer dans l'histoire. Et ce que nous avons, c'est également un grand dragon rouge qui veut dévorer l'enfant mâle dès sa naissance. Nous reconnaissons donc qu'il s'agit là de la Rome païenne, que ce soit Rome ou que ce soit Satan, que ce soit Hérode en particulier. Il y a donc une entité qui veut détruire Jésus-Christ à sa naissance. Au verset 4, nous avons l'enlèvement de la puissance, du pouvoir de l'Israël littéral et l'Église, l'organisation. Dans le verset 5 d'Apocalypse 12, nous avons cet enfant mâle qui est Jésus-Christ, qui va gouverner sur toutes les nations avec un bâton de fer. Nous voyons encapsulé dans l'Église chrétienne, il y a l'idée du royaume de Dieu. Il y a cette idée d'Église et de l'État parce que les nations seront gouvernées par une verge de fer. C'est donc l'idéal dans le royaume céleste. Alors l'enfant, il s'échappe, il va au ciel. Et où le dragon va-t-il concentrer, focaliser son attention? Qui veut-il détruire? Il ne peut pas détruire l'enfant homme, oui. Donc il est parti donc avec l'Église parce qu'il veut attaquer l'Église qui va se cacher dans le désert et elle se cache durant les 1260 années. Et ce qui va nous être montré dans Apocalypse 12, c'est les principes qui sont derrière cette guerre qui a lieu entre l'Église et le dragon. Vous êtes familier avec les versets 7 à 10 où il y a eu guerre dans le ciel. Où est donc ce ciel? Ce n'est pas le deuxième ciel, c'est le troisième ciel. C'est là où se trouve le trône de Dieu. Et nous voyons deux parties. Nous voyons le dragon et nous voyons Michael. Et ils ont tous les deux des anges. Il y a une guerre entre elles. Qu'est-ce qu'un ange?
Un ange, c'est des messageries qui transmettent des messages. Dans ce narratif, nous disons qu'il s'agit d'une guerre d'information. Nous devons reconnaître qu'il s'agit de symboles. Il ne s'agit pas d'anges au sens littéral. Il s'agit de messagers porteurs de messages. Il y a donc une lutte, un combat. Et Michael et ses messagers remportent cet argument et le grand dragon qui est défini comme le serpent, le diable, est précipité, jeté dehors. Quand ce argument a-t-il été gagné? Quand est-ce que le dragon a été terrassé? Est-ce que vous avez des pensées? Quand a-t-il été chassé sur la terre et que les messages, les messages ont été chassés avec lui? 1798. C'est un bon essai, je dirais plutôt que cela. Le verset 10 te donnerait un indice. Est-ce à la croix? Oui, c'est à la croix. Parce que c'est à la croix que l'univers entier voit la fin de l'histoire, voit les conséquences du message du dragon. C'est à la croix que la puissance du dragon, Satan, le diable, perd toute influence qu'il aurait pu avoir sur le reste de l'univers. Personne dans tout l'univers n'aurait pensé que le résultat final aurait été de tuer Dieu. Ce n'est pas ce que le diable avait dit, mais ça a été pourtant le résultat final. Et une fois que cela s'est produit, la sphère d'influence est perdue. Il est maintenant piégé sur cette terre par les circonstances. Je devais dire en raison des conséquences, il est piégé sur terre. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire au reste de l'univers. Son attaque doit maintenant se concentrer sur cette terre. Oui, cet événement s'est passé à la croix, où l'enfant homme a été enlevé au ciel. C'est l'histoire et nous ferions bien de nous en rappeler alors que nous savons que le 7e royaume sera renversé à la fin de la probation à la FTG. Il commencera à être chassé et ce que nous savons, ce que les journalistes prophétisent déjà, que quelque chose de grave se produira à cause de ces politiques. Des vies seront perdues, qu'il s'agisse de l'expulsion d'immigrés ou d'autres mesures liées à la mise en place de sa politique qui causeront un tel préjudice au pays qui finira ce royaume par disparaître. C'est une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'avenir. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou si quelqu'un d'autre, mais les dernières secondes, je ne les ai pas entendues. Est-ce que tu peux les répéter? Oui, bien sûr. Tu disais que les journalistes commençaient à prophétiser. Oui, ils prophétisent, disant qu'il y aura des résultats terribles qui se produiront par rapport à la mise en place des politiques de Trump, que ce soit en matière d'immigration. Vous savez, ça pourrait être des vies perdues. Ça pourrait avoir affaire à la déportation des immigrants. Ça pourrait être lié au fait qu'ils commencent à fermer de nombreuses institutions qui protègent les pandémies. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont toucher la vie des gens. Et les gens pourront dire, waouh, ça c'est la conséquence de MAGA. C'est la conséquence
de l'Église qui chevauche la bête. Mais c'est quelque chose auquel il nous faut penser pour l'avenir parce que c'est ce qui fera tomber ce dragon dans cette histoire. Il a vu... ça sera donc les conséquences réelles de ces propos, de ces arguments. Cette guerre d'information, cette information finira par nuire à quelqu'un. Je dirais simplement que j'ai lu une analyse cette semaine soulignant ce que le mouvement MAGA fait et finalement c'est pas durable, mais il remporte quelques victoires idéologiques en ce moment. Mais vous savez, c'est vraiment insoutenable en termes d'implication de ce qu'ils font pour la viabilité à long terme et le bien-être du pays et du peuple. Et à un certain moment, il y aura un bilan. Et quand j'ai lu cela, j'ai pensé à ce passage qui dit qu'il arrivera à sa fin, que personne ne lui viendra en aide. Oui, exactement. Personne n'aurait jamais imaginé la croix. Pendant des milliers d'années, ils ont écouté Satan. C'était un événement effroyable qui a tout changé. C'est un point tournant dans l'histoire de l'univers. Et oui, nous verrons qu'il y aura une sorte de point tournant aussi par rapport aux conséquences des politiques qui sont en train d'être mises en place en ce moment. Comme je vous l'ai dit, c'est insoutenable. Beaucoup de personnes vont souffrir. Nous avons donc l'Église qui va devoir se cacher. Elle va devoir se cacher pendant 1260 années dans une grotte. Nous avons donc cette Église-là. Mais durant ces 1260 années, il y a une autre Église. Donc l'Église dans le désert, nous ne pouvons pas la voir, elle se cache. Quelle est l'Église que nous pouvons voir durant les 1260? Elle a un nom, cette Église. Ça pas la papauté. Donc donne-moi un nom symbolique qu'on trouve d'Apocalypse 2. C'est juste ce que tu dis. Sorry. What's your question? Quelle est donc ta question? Parce que j'allais dire dragon, oui. Nous avons deux églises dans cette église. Nous pouvons dire deux femmes parce que c'est la symbologie qu'on reconnaisse dans cette laide symbologie. Nous avons donc une église ou une femme qui se cache. Quelle est l'autre femme? Comment elle s'appelle? La prostituée? Oui. Apocalypse 2. On l'appelle Jézabel. C'est la même chose. Je ne vais pas l'écrire. Mais oui, c'est Jézabel. C'est l'église de Thyatire. L'église de Thyatire est en fait l'église qui se cache. Mais l'église qui se cache, même si elle se cache, elle se fait enseigner, séduire par Jézabel. Donc une église est visible parce qu'elle chevauche une bête. L'autre église se cache dans une grotte. Même si elle se cache, elle se laisse influencer. C'est ce qui est un problème. Alors, il s'agit des versets 13 et 14. On a une répétition. L'église persécutée par le dragon. Elle ne sera pas persécutée par Jézabel. C'est Jézabel qui enseigne et séduit. C'est le dragon qui persécute. Lorsque nous pensons aux 4 royaumes de la prophétie biblique et que nous reprenons l'image de Daniel 2, nous avons Babylone, Médo, Perse et Grèce. Et si nous considérons la roi Rampayem comme les jambes de fer, qu'ont-ils en commun? Un seul élément solide, l'or, l'argent, les reins, le fer. Ils sont l'Église et l'État
en un seul élément, que vous réfléchissez à l'Israël. Babylone, c'était Nebuchadnezzar. Il était roi et grand prêtre. Vous avez également Cyrus. C'est la même chose, mais lorsque nous arrivons à Alexandre, on joue avec l'idée d'être un demi-dieu. Ce n'est pas seulement un roi, c'est un demi-dieu. Dans la Rome païenne, ils deviennent tous des dieux. C'est l'Église et l'État combinés en une seule entité solide. Cela change quand on passe de la Rome païenne à la Rome papale. La Rome papale, nous voyons les deux qui se mettent ensemble, mais elles sont séparées. Nous avons donc une Église et nous avons aussi un pouvoir d'État. Et ils travaillent ensemble. Donc quand nous parlons de la bête, de cette période de temps, des 1260, il faut reconnaître qu'il y a une bête et une église, et le dragon, ils travaillent ensemble. Il y a la papauté et d'un autre côté, il y a la puissance du dragon, les rois d'Europe. Et ce sont les rois d'Europe qui sont la puissance du dragon. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la papauté. La papauté, elle utilise la puissance du dragon pour faire les sales affaires. Vous ne les voyez pas séparés à Babylone et Médo-Perse et en Grèce et dans Rome païenne, comme vous le voyez dans la Rome papale. La Rome papale est une image différente, c'est pourquoi vous voyez le fer mélangé dans la boue, dans l'argile, dans l'image de Daniel 2, la statue de Daniel 2. Nous disons que l'Église et l'État sont combinés, mais ce sont deux entités différentes. Maintenant, quand vous arrivez à Apocalypse 13, il ne sera question que de la bête. Apocalypse ne parlera pas de leur séparation. Avez-vous déjà quelqu'un monté à cheval? Ils ne forment qu'un, ils sont si fluides qu'on dirait qu'un seul animal. C'est l'image de la bête que nous avons d'Apocalypse 13. C'est ce qu'elle raconte. Elle raconte une histoire particulière, sur la façon dont ils travaillent ensemble, qu'ils ne sont qu'un. Il y a d'autres passages qui nous montreront comment ils sont différents, mais pourtant ils travaillent ensemble. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Mais ici dans Apocalypse 12, nous suivons le dragon, et le dragon est le pouvoir civil. Donc parfois le dragon sera appelé le dragon, parfois elle sera appelée une bête non descriptive. Et pourtant, comme dans Apocalypse 13, le mot bête signifie à la fois Église et État. Nous devons regarder à chaque histoire particulière et voir ce que cette histoire essaie de nous dire. Dans Apocalypse 12, c'est l'histoire du dragon, pas celle de l'Église. Et c'est le dragon qui a la puissance qui persécute, c'est le dragon qui a le pouvoir civil aussi. Le pouvoir civil veut détruire l'Église qui se cache. Et au verset 15, il jette de sa gueule de l'eau comme un déluge après la femme. Donc il y aura donc un déluge qui va balayer, va faire sortir l'Église de sa cachette pour la détruire. Il va balayer donc l'Église. Cela nous amène donc à la fin des 1260 années. Et que doit faire l'Église à ce moment? Elle doit fuir de l'ancien monde au nouveau monde. Apocalypse 12 est une transition entre deux églises, mais c'est aussi la transition entre la Rome païenne et la Rome papale, mais également de la Rome moderne. À partir
d'ici 1260, nous avons donc la Rome papale. Et au commencement d'Apocalypse 12, c'est la Rome païenne. Et à la fin, c'est le dragon qui suit l'Église de l'ancien monde vers le nouveau monde. Et le dragon va suivre aussi. La terre aide donc la femme, il s'agit des États-Unis. La femme ne peut pas rester en Europe dans l'ancien monde parce qu'elle va être balayée. Elle s'échappe pour aller dans le nouveau monde et le dragon est en colère contre l'Église et va la suivre et voudra lui enlever son reste qui finit par être les États-Unis. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une différence entre la Rome païenne, la Rome papale et la Rome moderne. Nous devons voir la Rome païenne qui est liée donc avec Babylone, la Médo-Perse et la Grèce, qui sont l'union et l'État en une seule unité. Mais lorsqu'on arrive dans les périodes des 1260 années, le dragon, c'est le pouvoir civil, la papauté, c'est le pouvoir ecclésiastique, c'est le symbole de Jézabel, l'Église. Et le dragon et le pouvoir civil, la papauté s'unissent pour persécuter l'Église qui est dans le désert. Mais c'est la puissance du dragon qui fait le travail de la persécution de l'Église. Parce que c'est quoi son symbole? C'est une faible femme, elle n'a pas de pouvoir ou de force. Elle a besoin d'une bête pour chevaucher, pour piétiner, pour écraser l'opposition. Oui, c'est laid, mais quand c'est ainsi. Le dragon va donc suivre. Le dragon va suivre l'Église chrétienne dans le monde ancien. Nous voyons donc le dragon. Donc c'est 1798. C'est l'Église dans le désert. Ce que nous ne voyons pas, c'est la papauté. La papauté reste dans l'ancien monde. Elle tente d'aller dans le nouveau monde, mais elle reste en grande partie en Europe. Nous devons donc nous s'interroger et trouver quelle est donc cette Église apostate à partir de 1798 qui va essayer de dominer le pouvoir de l'État. Il y a donc une Église. Ce n'est pas la Rome païenne, ce n'est pas la Rome papale, devrais-je dire, mais elle va essayer de s'associer au pouvoir de l'État. Ce qui l'empêche de passer, d'avoir lieu, c'est cette bête semblable à l'agneau, c'est le 6e royaume, c'est un gouvernement basé sur la séparation des pouvoirs. Ainsi donc, la combinaison de l'Église et de l'État sera freinée par le 6e royaume. Donc, si nous revenons à ta question, Annabelle, en ce qui concerne la bête, lorsque nous considérons la papauté dans les 1260 années, nous devons reconnaître que la papauté est l'Église, le dragon ou la bête est en fait le pouvoir de l'État, les rois d'Europe. Mais il y a des moments dans les prophéties, comme dans Apocalypse 13, où il n'est représenté que comme une seule entité. Ils chevauchent si bien ensemble qu'ils ne deviennent qu'une seule bête. Mais nous devons utiliser d'autres passages de l'Écriture pour être en mesure de voir la différence entre l'Église et le pouvoir de l'État. Ce qui est très différent des autres royaumes de la prophétie biblique. Mais ce fer et cette argile se perpétuent, on la retrouve jusqu'aux orteils. Ainsi, dans notre histoire, nous les voyons toujours différents, mais elles s'unissent.
en un pouvoir civil, en un pouvoir aussi d'église ecclésiastique. Ce pouvoir d'église ecclésiale dans notre histoire est une coalition de trois groupes le protestantisme apostat, le catholicisme, l'athéisme et tous les ismes, ils s'unissent pour créer MAGA et ils vont chevaucher le dragon ou bien la bête. C'est ce qui crée le 7e royaume, c'est quand ils s'unissent et se chevauchent ensemble pour devenir cette puissance persécutrice. Je ne suis pas sûre l'étude que j'ai faite sur le dragon et ses origines et comment il parcourt l'histoire. Je crois. Il faut que j'écoute de nouveau. Est-ce que cette explication t'aide? Je sais que c'est un sujet assez compliqué. Oui, c'est très bien, je te remercie. C'est très difficile de jongler avec Apocalypse 13, parce qu'Apocalypse 13, c'est l'histoire de la bête. Apocalypse 17, c'est l'histoire du dragon. Et puis Daniel 11 est une autre histoire. Et nous devons mettre Daniel 11, Apocalypse 13 et Apocalypse 17 ensemble pour créer une image complète. Des symboles donc différents, mais une même histoire. Est-ce que des personnes ont des idées ou des questions sur le sujet? Sommes-nous d'accord pour reconnaître qu'il s'agit là de 1798, le dragon a suivi l'Église aux États-Unis. Parce que avant, nous enseignions que le dragon était entré dans la clandestinité en 1798 et avait refait surface en Union soviétique parce que nous disions que la puissance du dragon était la France athée. Il disparaît avec l'effondrement de la Révolution française, il est entré dans la clandestinité et refait surface sous la forme de l'Union soviétique athée. Mais si nous suivons correctement Apocalypse 12, elle ne l'a su pas, l'Église ne va pas en Union soviétique, elle va directement aux États-Unis parce qu'elle suit l'Église. Elle suit ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ces personnes ne finissent pas en Union soviétique, ils finissent dans le pays glorieux. Sorry, it's Murray. Oui, Murray. In one of Elder Parminder's recent dans l'une des présentations récentes de l'ancien Parminder, il a dit que la bête d'Apocalypse 12 ou le dragon d'Apocalypse 12 est différent de l'Apocalypse 13. J'ai du mal parce que j'ai vu ta présentation, il me semble que c'est la même sorte d'entité. C'est cette entité du royaume de Satan qui suit. Mais en y réfléchissant, je pense que ce à quoi il faisait référence, c'est que nous avons l'habitude de dire que c'était la papauté. Et maintenant, nous disons que c'est MAGA, d'une certaine façon. C'est donc une entité différente en ce sens qu'elle n'est pas la papauté, mais c'est la même entité, en ce sens qu'il s'agit de la puissance du dragon, de la même combinaison. C'est juste son apparence qui est différente.
C'est une état différent, c'est une église différente qui est chevauchée, mais c'est différent, mais mais en même temps, ils sont similaires. Est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses? Oui, j'ai trouvé que c'était bien expliqué. Merci. Lorsque nous suivons l'histoire du dragon, nous voyons qu'il change, il se transforme. Le royaume de Nimrod à Babel, à l'Égypte, après à la Rome païenne. Il se transforme dans différents pouvoirs civils. Nous devons faire la même chose avec l'Église. Quand nous disons le 7e royaume et le 5e royaume ressuscité, quand nous disons, excusez-moi, mais quand nous disons que nous faisons une image à la bête, qui est le 5e royaume, le 5e royaume a fait, c'est qu'il a fait une image de la 4e bête, et la 4e bête a fait une image à la 3e bête, et la 3e bête a fait une image à la première bête qui est Babylone, le lion. Elles se succèdent tous et font des images de celles qui les ont précédées. L'anomalie dans tout cela, c'est que le 6e royaume ne fait pas d'image à aucune bête. Il essaye de garder les puissances séparées. C'est là ce qui est piégeant, difficile. Mais le fait que le 7e fasse une image de la 5e ne signifie pas qu'il est le 5e. Et ça nous a pris du temps à accepter. Il nous faut accepter le fait que la loi du dimanche ne concerne pas le dimanche et qu'il ne s'agit pas d'une loi. Ensuite, nous avons dû accepter le fait qu'elle n'est pas liée à la papauté. Mais comme vous l'avez dit, il s'agit d'une entité différente, mais c'est le même modèle, le même principe qui essaye de se frayer un chemin à travers l'histoire parce que ce sont les royaumes de Satan et il doit travailler. Il est juste limité sur ce qu'il peut utiliser, donc il doit utiliser avec les outils qui sont dans sa main. Je ne pense pas que l'ancien Parmenter et moi sommes en désaccord. Nous disons simplement les choses différemment et lui les dit mieux que moi. En fait, je pense que d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, je pense qu'il a parlé plus sur le pouvoir du dragon à Tahiti, mais ils ne les ont pas encore téléchargés. Alors, le pouvoir du dragon suit l'Église. L'Église s'échappe, le dragon la suit. Mais nous devons voir quand l'Église et l'État s'unissent et forment cette union qui réalise les objectifs du royaume de Satan. Et je crois que c'est ce que nous voyons à la CNR du 18 juillet. Une des autres choses qui ont été soulevées et qui a été répétée à plusieurs reprises est que le problème avec 18 juillet est qu'il n'y a pas un Concorde, un Exeter. Là, nous disons que c'est Pagnon comme un Boston ou comme l'arrivée d'un message et qu'il n'y a pas d'augmentation de la connaissance ou de la formalisation de cette histoire, pas de Concorde ou d'Exeter. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'aimerais répondre à cette question aujourd'hui. Ce que nous avons dit, ce qui est déjà dans le public, c'est que l'accroissement de la connaissance après Panium, donc, ça a été la décision de Dobbs contre Jackson Women Health Organization, le renversement de Roe versus Wade.
Et cela s'est passé, c'est le 24 juin 2022. Peut-être que quelqu'un pourrait me corriger. No, that's correct. C'est juste l'ancienne Terry, c'est bien le 24 juin. Puis la formalisation, ça a été le 30 mai 2024 avec la prédiction donc du Hush Money. Et ce qu'on peut voir dans cette histoire, si nous remarquons, c'est ce que nous avons ajouté, ça concerne la stratégie de circonscription, c'est que nous pouvons, tout ce qui se passe dans cette période, nous pouvons le retracer à partir de 2014. Nous pouvons voir que Hobby Lobby, la purge du Parti républicain, on peut le retracer à 2014. La purge du Parti républicain aussi, ça a une connexion avec la condamnation du 30 mai. Et où nous voyons Quintus Fabius Maximus Gurgis, désolé, si nous regardons, nous pouvons voir Quintus Fabius Maximus Gurgis le 18 juillet, et pourtant Trump n'est pas en office, mais c'est Trump qui... C'est ce mouvement qui est à l'origine de cette décision du renversement de Roe versus Wade en juin 2022, et aussi et l'inculpation aussi de Trump le 30 mai par rapport au pot de vin. Et donc, on peut montrer un extrait de cette affaire du 30 mai sur les pots de vin. Les journalistes ont pris note. C'est la manière dont le Parti républicain s'est mobilisé chaque jour pour le soutenir Trump durant ce procès. Et un certain nombre de journalistes ont fait l'observation de la façon dont ils étaient tous habillés. Je vais vous lire un extrait d'un article. Habillés comme leur maître, qui se présentent au palais de justice pour avilir l'Amérique et l'État de droit. Ils sont venus se tenir à côté de leur homme devant le palais de justice de Manhattan. Un régiment tournant de politiciens républicains vêtus d'uniformes assortis, costumes bleu marine, chemise blanche, cravate rouge. L'ensemble aurait été complet avec un brassard noir, un insigne et un salut réfléchi. Cela n'avait rien de comique, c'était un peu l'Allemagne des années 1930 et l'Allemagne de 2024. Un sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, était présent dans la tenue recuse. Le milliardaire de l'Ohio et l'ancien candidat à la présidence, Vivek Ramaswamy, était lui aussi présent. Des égos surdimensionnés qui vivent pour la glorification du pouvoir, mais le spectacle new-yorkais auquel ils se sont joints était quelque chose de nouveau, un phénomène inquiétant. Il s'agissait d'un conformisme sans faille de la part de leurs sénateurs américains en uniforme, de membres du Congrès, et fait remarquable du président de la Chambre des représentants des États-Unis. À l'encontre de l'état de droit, l'entourage en tenue identique a obéi de manière absolue à un seul homme et a complètement avili les systèmes juridiques et judiciaires de la nation. Il s'agit là d'une performance choquante de la part d'hommes politiques nationaux, impensable dans les cercles du Parti républicain il y a seulement 10 ans. Ce qui était impensable il y avait 10 ans est aujourd'hui, en 2014, 2024, un phénomène totalement nouveau. Ces membres du Congrès, ces sénateurs, le président de la Chambre des représentants se présente pour soutenir Donald Trump dans cette
affaire judiciaire qui va à l'encontre de l'état de droit. C'est un autre aspect de la raison pour laquelle je pense que le 30 mai 2024, la condamnation de l'argent, de l'affaire de l'argent occulte qui peut être qualifié d'excéteur. Parce que qu'est-ce qu'un excéteur? Qu'est-ce que la balise d'excéteur? C'est quoi? Excéteur, c'est une prédiction de ce qui va arriver. C'est donc le 30 et 31 mai que le 18 juillet a été prédit avec les vidéos. Mais aussi quand on regarde ce procès et cette condamnation de ce jour-là et qu'on voit tous ces sénateurs qui sont les représentants du Parti républicain soutenir Donald Trump pour qualifier le procès de farce, de maltraiter le juge et sa famille, de dire que c'est de l'abus, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, qui est également une prédiction du 18 juillet. Si on regarde de plus près à ces événements, on voit qu'on peut les dater à partir de 2014, mais on voit aussi la progression on voit la progression de ce qui a commencé en 2021. On a dit qu'il n'y avait pas de fil conducteur. On a dit qu'il n'y avait pas de Concorde et d'Exeter, ce qui est faux. Mais on a également dit qu'il n'y avait pas de fil conducteur dans l'histoire. Et je pense que c'est également faux. Je pense que vous pouvez suivre Quintus Fabius Maximus Georgius tout au long de l'histoire de 2021 à 2024. Est-ce que vous avez des idées ou des questions par rapport à ce sujet? Elder Terry, this is Katia. L'ancienne Terry, c'est Katia. Just a question, Juste une question about QFMG. par rapport à QFMG, Quintus Fabius Maximus Georgius. D'après ce que j'ai entendu, c'est que c'est soit le nom entier ou il peut être séquentiel. Ce serait peut-être une raison pour laquelle il y a d'autres dettes qui sont proposées. C'est parce que nous pouvons voir QFMG, on peut voir QF le 18 juillet et l'inondation maximale un peu plus tard. Je ne pense pas que c'est de cette façon que tu vois les choses, n'est-ce pas? Je pense que ce n'est pas la façon dont je vois les choses, mais je vois que QFMG, c'est son ensemble, c'est un ensemble. C'est comme si on dit que le 7e royaume est en 1989. Il est là si vous regardez bien. Et c'était l'une de mes questions aussi. Continue. J'ai dit que c'était l'une de mes questions que dernièrement, c'est que nous avons, je crois que c'est l'ancien Parmenter qui a démontré que nous pouvons retracer le 7e royaume à partir de 1989 au lieu de 2021. Oui. Oui, parce que si le 7e royaume est la puissance du dragon et qu'il est en 1798, au temps de la fin, alors il doit l'être aussi en 1989. C'est là qu'il commence. Le mouvement commence à cette date, 1989. Oui, nous pouvons retracer le dragon à travers l'histoire. Il entre et sort de l'histoire. Lorsqu'il est arrivé sur les côtes des États-Unis en 1798, c'est la séparation des pouvoirs qui le retient. Mais il essaie de s'élever dans l'histoire des Millérites, mais il échoue. Il va recommencer à s'élever à partir de 1989. Il veut avoir cette puissance unilatérale dans le monde. Mais ce sera un processus assez long. Et nous pouvons le voir si nous savons regarder. Même si Ellen White dit que le mouvement de la loi du dimanche se déroule en secret, ce n'est pas un secret pour ceux qui cherchent
et qui savent où regarder ou quoi regarder. Nous pouvons voir le mouvement unilatéral, vous savez, you know, with Bush. avec But Bush. there's still a restraining Il y a order. toujours une influence qui est restreinte. I have just a comment, Murray. J'ai juste un commentaire, c'est Murray. The QFMG. QFMG est un ambassadeur de Rome. Il a donné à l'Égypte Sight or look or son premier regard Rome is and stands for sur ce qu'est Rome et ce qu'elle représente, ce à quoi elle ressemble. C'est donc ce genre de symbole qui permet de dire que Dobbs et Roe versus Wade en juin a un premier aperçu de ce que l'on obtient et que l'on obtient plus d'informations, une formalisation lors de la condamnation. Puis le 18 juillet, c'est l'arrivée du royaume. C'est là que nous voyons ce premier aperçu du royaume. Comme il était donc en train de naître, en quelque sorte. Vous voyez de quoi il s'agit à cette conférence nationale au 18 juillet. Oui, je crois que QFMG est un ensemble qui va de, qui va ensemble. Donc le 18 juillet, c'est affiché totalement, mais elle commence avant. C'est juste un synonyme du 7e royaume ou du mouvement de la loi du dimanche. Il y a donc des symboles différents pour la même chose. QFMG, c'est juste le mouvement de la loi du dimanche. On ne peut pas les séparer. L'inondation maximum ou le déluge maximal a commencé avec la campagne. Donc, ce que la campagne de Trump a fait à partir de 18, si vous écoutez à Steve Bannon, c'est là que l'inondation de la zone a commencé. Elle n'a pas commencé le 20 janvier. Ce qu'ils ont fait à partir du 20 janvier, c'est qu'ils ont gardé les médias sociaux de leur campagne. Ce qu'ils ont mis en place pour la campagne, ils l'ont laissé en place, ils l'ont maintenu, elle n'a pas disparu. Lorsqu'un parti fait une campagne pour ses élections, il met en place son système de communication. Il met sa machine de propagande et une fois l'élection passée, tout cela se dissout. Mais le Parti républicain ne l'a pas dissous, au contraire, il a été mis en place dès la campagne qui a commencé et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à s'adresser à des podcasteurs, ils ont amené les influenceurs des médias sociaux à la CNR. Les démocrates ont également essayé, mais ça n'a pas eu le même effet. Ensuite, ils ont commencé cette campagne très agressive sur les médias sociaux. C'est Stephen Bannon qui parle d'inonder la zone. Il date cela de cette inondation de la zone à la campagne. Ils ont continué à le faire et ça n'a pas disparu. Elle s'est même développée et c'est une machine bien huilée. Elle a promu QFMG. C'est son arme de destruction massive. Je vais vous donner un exemple. Après le 20 janvier, si vous êtes familier avec l'actrice Selena Gomez, elle a mis un post sur Instagram où elle pleure de la politique de déportation que Trump il a signé dans les ordres exécutifs. Elle a dit, mais qu'en est-il des enfants? Et elle pleure. Dès que cette vidéo a été postée, ce qu'ils ont fait, ils ont créé ces vidéos et des mères d'enfants
qui ont été tués par des immigrants clandestins. Et on dit qui pleure nos enfants et qui fait et il faisait l'éloge de Donald Trump. Très bien emballés. Ils ont juste inondé les médias sociaux avec cette musique et avec ce message. Et la musique qu'ils utilisent, elle appelle... You might like to look it up. ASMR. Il vous faudra regarder à ces initiales ASMR, c'est la musique utilisée. C'est une stratégie particulière. Beaucoup de gens l'utilisent. Dans la campagne médiatique de Trump, ASMR, c'est très axé sur le son. Il s'agit d'une musique qui accompagne la vidéo et qui donne une sensation de picotement qui commence sur le cuir chevelure et descend dans la nuque jusqu'à la partie supérieure de la colonne vertébrale. Ils ont donc ces vidéos ASMR et la musique joue pendant que ces mères racontent l'histoire de leur enfant mort aux mains d'immigrants illégaux. Et en l'espace de 12 ans, Selena Gomez a retiré son message d'Instagram. Elle a disparu. Ils ont tellement inondé de vidéos que les journalistes disaient pendant la campagne à quel point le niveau de désinformation et de mésinformation dans la campagne qui a commencé le 18 juillet était élevé. Et ça a atteint un niveau qu'ils n'ont jamais vu. Dans la première campagne, il y avait toujours des mensonges, mais ils arrivaient à les contrer. Mais dans la deuxième campagne, il était totalement impossible d'essayer de répondre à chacun de ces mensonges. Les mensonges étaient si éhontés qu'ils ne s'en souciaient même pas. Ils n'essayaient même pas de les cacher ou de les couvrir. C'était vraiment accablant. Les vidéos qu'ils ont produites, la manière dont ces vidéos ont été distribuées, la façon dont ces personnes ont inondé les médias sociaux pour qu'elles deviennent virales. Vous avez peut-être vu Z1, le clip vidéo créé pour le titre de la chanson Trump Gaza. Est-ce celle-ci, l'avez-vous vue? Si vous allez sur Google et que vous tapez Trump Gaza, vous allez voir que c'est une vidéo qui a été créée, c'est une satire, mais elle est devenue si populaire et si virale. Mais dans cette vidéo, vous verrez une combinaison de la musique et de l'intelligence artificielle. Beaucoup de ces éléments ont été créés. Il s'agit de transformer Gaza en un autre Mar-a-Lago, la terre de Trump. D'autres exemples, vous allez voir la vidéo où l'armée, les militaires promener des immigrants menottés, enchaînés les uns les autres dans des avions pour les expulser. Mais la musique qui va avec, c'est presque... Ça ne va pas avec la vidéo, mais elle est destinée à susciter une émotion particulière. Elle ne correspond pas du tout à ce que vous regardez, mais elle provoque une réaction physique. Ils utilisent donc beaucoup de ces vidéos ASMR. Ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait en utilisant ces podcasters, c'est de créer une fausse réalité. Et c'est ce que les influenceurs peuvent avoir tendance à faire. Nous savons que l'ancien parlementaire a parlé un peu des influenceurs, comment ils sont les nouveaux gourous. Il a partagé quelques articles à ce sujet dans le Media Broadcast. Et c'est vrai que nous sommes habitués, c'est une question très importante, hein. Ça a été une question très importante dans la campagne.
mais aussi dans le second mandat, au point que vous connaissez peut-être l'histoire de l'Associated Press qui a été expulsée de la salle de presse de la Maison Blanche parce qu'elle refusait d'appeler le Golfe du Mexique le Golfe d'Amérique. Ils ont été remplacés par des spécialistes des médias sociaux. Ce sont eux qui participent aux réunions d'information de la Maison Blanche. Ce sont eux qui sont autorisés à poser des questions. Et ces questions sont vérifiées à l'avance. Et puis certains de ces influenceurs des médias sociaux sont également amenés à la Maison Blanche dans le bureau ovale lorsque Trump signe ces décrets. La relation entre QFMG et les médias sociaux a donc commencé avec la campagne le 18 juillet et elle a continué et ça n'a pas commencé le 20 janvier. Je peux vous recommander quelques bons articles. Washington Post a publié un podcast cette semaine sur le sujet même, mais il y en a d'autres qui datent à l'époque de la campagne et qui parlent de l'inondation de la désinformation. C'est une raison pour laquelle je ne séparerai pas QFMG, parce que le déluge a commencé avec la CNR. Oui, il a fait la campagne toute l'année, mais cette opération médiatique bien huilée est passée à la vitesse supérieure à la RNC du 18 juillet. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une guerre d'information. Vous pouvez imaginer que si vous êtes Selena Gomez, vous faites très attention à ce que vous publiez sur les médias sociaux et en fait, lors de la récente cérémonie des Oscars, très peu de choses ont été dites sur la politique dans les discours, ce qui est différent des autres années. Les gens sont réduits au silence par ce déluge. Ça marche en fin de compte, ce déluge d'informations. Vous avez des questions, des pensées? Elder Terry, I'm sorry. I missed the beginning of your presentation. Alors, l'ancienne Terry, je suis désolée, j'ai manqué le début de ta première présentation, mais tu parlais de la loi du dimanche national. I'm sorry because I missed that part. Je suis désolée, j'ai manqué cette partie. What were you saying exactly? I'm sorry. Que disiez-vous exactement? Quelle était donc la question que les personnes t'ont demandé? J'ai reçu quelques questions cette semaine concernant Quintus Fabius Maximus Gurgis. J'ai commencé à en parler et les gens demandent pourquoi on peut en tirer la notion du temps de ce mot Quintus. Et j'ai dit qu'il s'agissait d'une définition du dictionnaire et comment nous pouvons relier Quintus Fabius Maximus avec le Parti républicain. Donc quand j'ai noté Quintus Fabius Maximus Gurgis à la LD, je nous ai ramenés en 2014. Et en fait, quand je vous ai ramené en 2012, lorsque l'ancien parlementaire avait prédit une loi nationale du dimanche, une loi du dimanche national, c'est donc en 2014 que la loi du dimanche national a été adoptée. Comment nous l'appelons? Un arpenger, un signe avant-coureur? Merci. Oui, le signe avant-coureur. 2014, c'était une loi du dimanche national. Si vous voulez une explication, vous pouvez retourner l'étude de 2012. Vous pouvez regarder l'intégralité, mais il s'agit de 3 heures.
où il commence à expliquer la différence entre la loi du dimanche national et la loi du dimanche mondial. the whole thing again anyway. Mhm. Cela vaut la peine de regarder de nouveau toute cette vidéo. Je sais que nous sommes tous débordés par le temps et que nous avons une liste de choses à regarder. Donc l'ancienneté, oui. J'ai un commentaire supplémentaire à faire sur la loi du dimanche national. Adventist teaching. N'était-ce pas un enseignement adventiste? Universal Sunday Et l'autre terme était la loi du dimanche universel. Comprendre que la loi du dimanche, la question du sabbat, dimanche, commencerait aux États-Unis puis se répandrait dans le monde. National Sunday law. Mais la loi du dimanche national, j'aime bien le terme de la loi du dimanche mondial pour qu'il corresponde à nos lignes. There was some, Mais il y avait, I won't say understanding, je dirais, une compréhension où il y avait un certain enseignement to do with that term national qui avait un enseignement en lien avec la loi du dimanche national au sein de l'Adventisme. C'est beaucoup plus clair maintenant et c'est différent. Non, non, ce n'est pas le cas, je vous remercie. Like you said, we always- Oui, comme tu l'as dit, nous, l'Adventiste a toujours enseigné Go back to Ellen les White. deux lois du dimanche. Si vous remontez à Ellen White, retournez dans les écrits d'Ellen White, elle dit qu'elle commencerait aux États-Unis, se déplacerait d'un pays à l'autre. Eh bien, elle part d'une époque où les messagers, les messages embarquaient sur un bateau et faisaient le tour du monde. Depuis le web mondial en 89, les choses peuvent être très instantanées. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est l'agitation du monde en préparation à la loi du dimanche mondial. L'une des questions qui m'ont été envoyées cette semaine est la suivante. Sorry, I'll try and put my Je finger on it. vais essayer de la retrouver. I'll paraphrase it. Je vais la paraphraser. Haven't we taught that once it's closed the N'avons-nous pas enseigné qu'une fois que la période de probation est finie, Jésus vient très vite? Comment pouvons-nous insérer un autre concours, etc., entre la fin du temps de grâce et le second avènement? Je dirais que plus nous nous rapprochons de la balise, plus nous aurons des détails. Il y a une chose que nous avons apprise dans le message du Christ de message. Nous avons appris depuis le message du Christ de minute, c'est que rien ne ressemble à ce que nous attendions. Nous nous attendions donc à ce que, même pendant la période de la loi du dimanche national ou mondial, nous reconnaissions que le monde est testé. Mais on s'attendait même à avoir la persécution. C'est donc une autre question qui a été soulevée cette semaine. À quoi vous attendez-vous à ce que la persécution ressemble? À quoi va-t-elle ressembler pendant la LD? Je pense que l'histoire de Selena Gomez que je viens de raconter est un bon exemple. C'est vraiment une guerre d'information. C'est pour cela que l'on crie, que l'on est noyé, qu'on n'a pas de voix. Que nous avons indiqué la mort d'Hélène Reddy en 2020, nous avons reconnu que c'est la fin de la voix des femmes. Je suis une femme, entendez-moi rugir. C'était l'hymne du féminisme radical dans le pays glorieux. On ne va plus, ça ne sera plus cet hymne maintenant. Et dans cette période de la PAS, nous devons toujours revenir à la PP, la première pluie, pour trouver des réponses à notre époque. Tout nous a été donné, il n'y a pas de différence dans la pluie. C'est dans l'intensité. Alors quand je reviens en arrière et que j'écoute les présentations de 2020, cela me donne un aperçu ou me donne plus de sens, me rend plus sensible et me montre que je suis dans la période de la LD. Donc je recommande toujours que nous retournions en arrière et que même que nous retournions en 2012 parce qu'il y a de la lumière là. Quand j'ai vu le tableau, j'ai dit
Et puis son explication de la loi nationale, de la loi du dimanche national et mondial. Et je me suis dit, mais c'est là. I know I wasn't Euh, actually looking for that. I was looking for something else. Et en fin de compte, je ne cherchais pas à cet événement, je cherchais autre chose, mais nous n'avons pas le temps d'aller dans les présentations de l'ancien Jeff pour les chercher, mais tout y est aussi. Il s'agit d'un enseignement standard du I mean, mouvement. Ellen White too speaks about Ellen White aussi international Sunday law and parle de la Sunday loi du law. dimanche national et de la I think loi we du forgot dimanche about it. mondial. Je pense que nous I l'avons did forget about oublié. it. Moi, je devrais So, dire, but je l'ai I was oublié. going J'étais through en train de parcourir last les events and le livre, les événements du dernier jour. Et c'est vrai que c'est une compilation, mais il y a un chapitre qui s'appelle the Sunday laws. les lois du dimanche. And, it goes, to describe what's going to be the apostasy. Et il décrit ce que sera l'apostasie aux États-Unis et comment les protestants vont se tenir par la main avec la papauté. Ils vont exécuter leurs croyances dans le monde entier. Donc c'est là, je pense que nous l'avons oublié. Il y avait cette expression maintenant que j'ai lue et que l'ancien Jeff avait l'habitude d'utiliser beaucoup. Je ne sais pas si vous en souvenez, l'apostasie nationale amène à une ruine nationale. Oui, bien sûr, en effet, tout était là. Oui, je pense qu'on a oublié, mais ça parle et quand ils utilisent ces termes, je veux dire quand Ellen White utilise ces termes, elle parle de la loi du dimanche national. C'est dans le contexte de la loi du dimanche national. Donc, il s'agit donc d'une apostasie nationale, ici, là. We would expect to see Entre le 18 juillet et la FTG, on devrait s'attendre à voir une ruine nationale. ruin will be in this dispensation. La ruine nationale sera dans la dispensation National apostasy COP, seconde venue. L'apostasie nationale, c'est la combinaison Église-État. read the great controversy. C'est vraiment, ça serait vraiment bien de lire la grande controverse et juste de remplacer les symboles. Ces livres et ces messages sont toujours plus But we pertinents. have to when Nous devons, lorsque nous voyons papoter, we read the word. on lit le mot, mais dans notre esprit, nous l'interprétons différemment. Nous voyons MAGA. Go into those passages Nous pouvons aller dans ces passages et remplacer le symbole par with the reality of what la réalité de ce que nous voyons aujourd'hui. we don't do away with those books. And Nous ne nous débarrassons pas de ces livres, de ces we mature. messages. Nous sommes matures, nous apportons notre compréhension à ces passages. So I guess we're nearly out of time. And Je pense que nous n'avons presque plus le temps. draw up Et je vais dessiner. Panium to the Sunday law. Alors, Panium à la LD. So we know there's Panium is 2021, Nous savons qu'il y a Panium en 2021, but it's also the Battle of Beneventum. mais il s'agit aussi de la bataille de Beneventum, Which is 2021. qui est en Two different 2021. battles telling Deux batailles différentes qui racontent deux histoires différentes. Et à partir de 2021, nous allons assister à la montée du 7e royaume, the fall of the sixth, la chute du 6e. July 18, Et il s'agit là du 18 juillet 2024, la loi du dimanche national, où le 7e royaume est exposé. Le 6e royaume est en train de mourir. We also understand
understand that Nous seventh comprenons kingdom aussi to que be ce septième royaume the Sunday law movement. est le mouvement de la loi du dimanche. We can call it MAGA. Nous pouvons l'appeler MAGA, You can call it a few names, but nous pouvons lui donner plusieurs noms, mais c'est le mouvement de la loi du dimanche. Nous l'appelons l'agitation de la loi du dimanche national. Ce septième royaume va continuer à s'élever et de ce que nous appelons l'agitation de la loi du dimanche mondial. Et c'est la fin de la FTG et la fin de leur probation. Mais aussi, Panium nous montre aussi la chute du roi du Sud, une autre histoire. Bénéventum, hein, l'histoire de Bénéventum. Et je comprends, c'est que le roi du Sud meurt à la loi nationale du dimanche. Il est donc mort. Et ce que nous voyons maintenant, c'est la chute de la Russie. Un pays parmi tant d'autres qui est agité. Il entre sous la domination de QFMG, de Rome, ou bien du mouvement de la loi du dimanche. Et cela n'arrivera pas avant que la loi du dimanche mondial soit arrivée. Auparavant, j'avais dessiné une chute progressive. Ce qui me contrarie parce que ce n'est pas ainsi que je l'avais dessiné à l'origine, mais je sais que c'est ainsi que je l'ai dessiné lorsque j'étais aux Pays-Bas. C'est ainsi que je l'ai compris à l'origine. Et j'aurais dû m'en tenir là. Donc le roi du Sud, pour comprendre la chute du roi du Sud ici, c'est pour comprendre, il nous faut comprendre la chute du sixième royaume. Il s'agit d'un problème interne, Panium à la loi du dimanche. Et là, donc c'est l'externe et l'histoire interne. Donc là, Panium au 18 juillet, c'est l'histoire interne. Et nous avons aussi l'externe. Donc, Panium LD, nous avons l'interne, mais aussi 18 juillet LD à FTG, nous avons l'histoire externe. Il s'agit 18 juillet QFMG, c'est l'histoire de la LD nationale, c'est toujours l'histoire, parce que la loi du dimanche, c'est un point, une période. Parce que l'inondation commence à envelopper tout le pays glorieux. En même temps, le monde est agité. Nous devons donc jongler avec de nombreuses choses à la fois. Et je voudrais juste terminer en montrant que si nous parlons de l'histoire intérieure des États-Unis, nous pouvons voir deux entités qui se battent, le sixième royaume et le septième royaume. Le septième royaume s'élève, le sixième royaume s'effondre. Nous devons voir la même chose pour le roi du Sud. Et cela m'amène à répondre à la question sur Navalny, à expliquer pourquoi je pense que l'importance d'Alexei Navalny est importante dans cette période. C'est qu'il représente le dernier espoir pour la Russie d'être à nouveau grande, d'être de nouveau un pays normal fonctionnant dans le monde. Navalny, c'était le dernier espoir pour la Russie d'avoir une révolution et de changer. Je devrais dire plutôt le roi du Sud, qui est la Russie. Je ne vais pas répéter l'histoire d'Alexei Navalny, car c'est dans le domaine public. C'est donc une question qui m'a été posée concernant Navalny et la raison pour laquelle je considère qu'il s'agit d'une chute interne, parce qu'elle reflète la chute interne du roi du Nord. Elle est le miroir de la chute externe, à l'externe du roi du Nord. Donc le septième royaume. Donc le roi du Nord,
QFMG, le mouvement de la loi du dimanche, quel que soit le nom qu'on lui donne, ce sont des symboles différents pour la même puissance qui monte. Est-ce que vous avez des pensées, des idées? I just have a thought. Alors, j'ai juste une idée. Well, I would say prophecy is tricky. Je In the dirais que sense la that, prophétie est vraiment piégeante dans le like sens où, when we talk, for example, of the quand on fall parle par of exemple de la South, chute du roi du Sud, I mean, in my mind, I see dans mon the loss esprit, of sphere of je vois la influence, things perte like de that. la sphère d'influence But et des right choses now, comme ça. Mais en ce what I moment, see ce is que je Russia vois, c'est and que la the US being Russie et buddies, les États-Unis being sont best copains friends, and the US wanting to et que help et que les Russia États-Unis veulent aider la in Russie gaining territories à gagner des in Ukraine. territoires en Ukraine. So I just find that interesting. Je I'm trouve que wondering cela est how, I mean, intéressant et je me how it will demande play out comment Russia cela va se fall, passer pour or the la fall Russie, will look parce like. qu'elle tombe. À quoi ressemblera sa chute? Because right now we see the contrary. Parce So que pour le I moment, know nous voyons le the contraire. prophecy doesn't Je sais lie, qu'ils vont but tomber I'm parce que la just prophétie ne just ment that pas, mais ce que je dis, c'est que what I find with prophecy ce is que that je trouve sometimes it's so avec simple, la prophétie, c'est que parfois c'est simple. and I say it very lightly. I know it's not simple, Et but je le we dis très see things légèrement, je already sais que ce unfold. n'est pas simple, mais nous voyons des choses, oh, But history is much more ça va tomber, complex mais than l'histoire that, est beaucoup plus complexe. and the fall will Et la chute look sera different. un peu différente. Okay, can I leave you something? We're out of time, but let me leave you Nous something n'avons to think pas, about. nous avons dépassé le temps, mais je vais vous laisser quelque chose, comme ça vous pourrez So, réfléchir. if we go back to the history of pagan Si Rome, nous how it had retournons à conquered l'histoire de la geographical Rome areas, païenne, la manière dont elle a conquis les 3 zones géographiques avant de régner and sur le monde, Daniel et 11:16, nous indiquons donc à la LD Daniel 11:16 la conquête de pays glorieux par Pompée. let me mark Pompey here, which is Alors je Rome, vais écrire Pompéi ici, là, which is the seventh kingdom, which is the national Sunday law. qui est donc le 7e royaume, qui est la loi du dimanche national, le mouvement de la loi du dimanche, qui est le roi du Sud. Donc Pompée ici, c'est la bataille d'Actium à la FTG. Dans l'histoire de Pompée, Pompée est un représentant de Rome, tout comme QFMG est un représentant de Rome qui va être, Pompée va être assassiné et ensuite vous aurez Jules César. Va avoir 2 guerres civiles à Rome. Jules César en tant que représentant de Rome et puis il y aura Marc-Antoine. And you've got Octavian, who's going to be Caesar Augustus. Et on aura Octave qui deviendra César. Pompey, Julius Caesar, Octave. Mark Antony, Octavian. Donc, You've got vous avez donc representatives of Rome. de Rome. Vous avez tous les représentants de Rome. Right down here at the Battle of Actium that we Mais là, know vous avez la right? bataille d'Actium et on marque à ce moment-là Fighting Octavian. la bataille d'Actium qui marque la fin de l'approbation. C'est Marc-Antoine qui combat Octave. Et qui sont-ils? Ils sont tous les deux de Rome. Ils se battent l'un contre l'autre et au milieu, il y a Cléopâtre. Marc-Antoine est donc allié à Cléopâtre. And this is 31 BC. Il s'agit de l'an 31 avant Around Jésus-Christ. 34 BC. Mais vers 34 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine, Google it. It's called the Donations of Alexandria. I just looked et il it up. s'appelle les donations d'Alexandrie. Cherchez sur Google. By C'est Cleopatra un acte and Antony, in which they politique durant lequel Cléopâtre et Marc-Antoine distribuaient les terres détenues par Rome aux enfants de Cléopâtre. Il faut vraiment ouvrir ce sujet, mais ce que je veux dire, c'est que Rome travaille ici contre les intérêts de Rome ici. Et c'est le problème avec Trump. Il a l'art de la négociation, mais il va parfois à l'encontre de ses propres intérêts. À la fin, ils meurent tous les deux. Et Octave apporte la Pax Romana, n'est-ce pas? Un seul empereur. C'est donc vraiment une histoire mouvementée. Il y a toujours la Russie, il y a toujours Cléopâtre, mais le roi Ptolémaïque est mort. Elle veut se relever. Marc-Antoine pourrait même essayer de l'aider.
Mais ils vont tous les deux tomber. Je suggérerais que Pompée, Jules César, Marc-Antoine et Octave sont tous des représentants de Rome, of Trump. de Trump, But he works against mais his own ils travaillent contre ses propres intérêts. So, yes, it's complicated. Donc oui, but c'est there are compliqué, lessons mais il that y a we des can leçons learn. d'histoire qui peuvent nous aider. Does that pique your interest? Est-ce que ça suscite ton intérêt? Yes. Et aussi un mal de tête People aussi, that are oui. interested in Alexandria. Les dons d'Alexandrie, c'est Yeah, it's a fascinant. lot of history, but yes, C'est definitely. beaucoup d'histoires, mais oui, Gonna oui, look at bien it. sûr. Mhm. Je vais Okay, regarder à so, ça. and also remember the art of the deal. Et rappelez He'll l'art de throw la someone négociation, under the il bus jettera at any quelqu'un sous le bus à tout Anyways, moment. yeah. Ouais, He oui. doesn't like to have Il enemies. n'aime pas avoir What they d'ennemis. say Hein. about The Apprentice. Ce que vous avez dit de The Apprentice, c'est qu'il monte les gens les uns contre les autres. Hein. Yeah, we have to take that into account when we're Il watching. faut tenir en compte cet élément quand on regarde ce que Trump fait. J'ai dépassé le temps. Je tiens à vous remercier de m'avoir reçu. Je terminerai par une prière. Our loving God in heaven, we Notre thank Dieu you d'amour qui vit dans les cieux, nous te remercions de ce que nous vivons dans une telle époque, même si elle est compliquée. Aide-nous, s'il te plaît, à voir clairement les choses que nous devons voir. pray that we would come to consensus. Nous prions pour que nous arrivions bientôt à un consensus et que nous comprenions ce que c'est que de recevoir l'image de la bête et la marque de la bête et ces choses qui affecteraient notre salut. Nous prions pour que toutes ces études, discussions et ces rassemblements, pour que toutes ces choses nous rapprochent les uns des autres et nous donnent une plus grande unité d'action. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous savons que ce mouvement sera couronné de succès. Nous avons confiance dans la manière dont tu diriges les roues compliquées, les événements humains. Je prie donc pour le ministère canadien, pour les Netabo, pour les dirigeants, pour chaque membre qui assument leur rôle pour que le mouvement réussisse et que tu nous bénisses jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau et pour le sabbat qu'il leur reste à vivre. Je te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.